Bonjour tout le monde. Donc sur cette vidéo, je vais vous commenter, vous expliquer un petit peu la correction du bac blanc du sujet obligatoire pour l'exercice 2.2 de spécialité. Vous vous référerez à votre professeur de spécialité. De toute façon, l'ensemble des corrigés ont été placés sur Pronote, comme les sujets, depuis mardi 14 décembre. 14, pourquoi je dis décembre? 14 avril. Donc là, je vais vous commenter un petit peu et vous expliquer un petit peu ce que l'on attendait de vous, même si l'épreuve écrite étant annulée, quand nous rattaquerons les cours, nous pourrons vous mettre des notes sur la dernière partie jusqu'au 4 juillet, donc les interros seront des interros type bac, donc le baccalauréat blanc a son utilité, ne serait-ce que pour continuer de vous entraîner à ce type d'exercice sur lesquels vous serez encore évalué lorsque nous reprendrons les cours. Alors, donc, sujet, hop, type 1, le premier exercice, la synthèse sur le domaine continental et sa dynamique, et notamment, plus précisément, sur le rôle de l'eau dans la dynamique continentale. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, dans le sens où il va faire appel à des notions qui ont été vues dans différents chapitres. Voilà, donc c'est pas un sujet qui va traiter d'un seul chapitre, mais il a fallu trouver un petit peu les éléments de plusieurs chapitres et essayer de mettre tout ça ensemble avec un lien logique dans l'enchaînement des idées afin de construire une argumentation claire, précise et rigoureuse. Alors vous aviez une petite introduction qui au final dit beaucoup de choses, qui dit quelques indications sur les zones de subduction, sur la disparition des chaînes de montagne, voilà. Et donc le sujet, c'est montrer comment l'eau participe à la production de nouveaux matériaux dans les zones de subduction et par la disparition des reliefs au recyclage des roches continentales. Donc là, ça doit, dans votre tête tout de suite, tout doit prendre forme. Donc le but du sujet, c'est de montrer le recyclage des roches continentales. D'accord? Donc comment elles sont formées, comment elles sont détruites, puis comment elles sont formées, redétruites, et ainsi de suite. D'accord? C'était la dernière partie du chapitre sur la disparition des reliefs. Et pour cela, on s'intéresse plus particulièrement au rôle de l'eau là-dedans. Donc l'eau, elle va participer à deux moments. Au moment de la production de nouveaux matériaux dans les zones de subduction. Donc là, vous devez tout de suite voir de quoi je parle. Et un deuxième moment lors de justement l'érosion, la disparition de ces reliefs formés, et transport des particules, et tout le bazar. Votre exposé, donc vous aviez une précision, se limitera seul à l'étude du rôle de l'eau, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans la production de matériaux continentaux et la disparition. Il n'y a pas que l'eau, par exemple, qui permet l'érosion. Et il fallait faire au moins un schéma illustrant le rôle de l'eau. Donc vous allez voir qu'on pouvait en faire plusieurs. Certains étaient plus ou moins incontournables. Vous verrez. Alors, tout d'abord, sur les termes techniques présents dans le sujet qu'il fallait définir en introduction. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs termes à définir, notamment les zones de subduction. Voilà, donc ça fallait le définir en introduction. Ok, donc limite frontière convergente entre deux plaques, dont l'une passe en profondeur dans le manteau. Voilà, donc ça je vous laisserai voir dans votre cours. Et le terme de recyclage des roches continentales, donc le recyclage, c'est-à-dire nouvelle production après avoir altéré et détruit une roche préexistante. Voilà, au niveau des termes scientifiques à définir en introduction. Pour votre problématique, suffisait de reprendre les termes du sujet, donc en enlevant montrer et en gardant comment l'eau participe. Alors le top du top, c'était de reformuler un petit peu cette question pour éviter de vous contenter de recopier le sujet, mais voilà. Introduction sous forme de question directe, comment l'eau participe au recyclage des roches de la croûte continentale. On pouvait même enlever dans les zones de subduction et la disparition des reliefs, vu que ce sera vos deux parties en fait.
Donc le plan était dans le sujet, première partie sur la production des nouveaux matériaux, et la deuxième partie sur la disparition. Et votre conclusion permettra de terminer sur la notion de recyclage. Alors, si je regarde la correction que vous aviez, hop, je vais la mettre en plein écran, voilà, donc le curseur classique, synthèse réussie, synthèse maladroite, pas de synthèse, je passe, ça vous avez l'habitude, hop. Donc il y avait 17 éléments scientifiques à aborder. Pour avoir éléments scientifiques suffisants, il fallait donc en avoir au moins 10, ainsi que l'idée essentielle. L'idée essentielle, je vous la laisserai lire ici. Il fallait parler donc dans une première partie du rôle de l'eau dans la production de granit, de roches continentales au niveau des zones de subduction. Et ensuite le rôle de l'eau dans la disparition des reliefs, c'est-à-dire dans l'altération, mais aussi le transport et la sédimentation. Donc voilà ce qu'il fallait aborder. Si vous aviez parlé de ça et que vous aviez ensuite parlé d'au moins 10 éléments du tableau ci-dessous que je vais vous montrer, vous étiez dans éléments scientifiques suffisants. Et après on regarde si votre synthèse était bien construite, si l'intro était bien faite, la conclusion répondait bien au sujet, si les deux parties étaient bien délimitées. Voilà. Sur les éléments scientifiques à aborder, donc il y avait deux parties, donc le rôle de l'eau sur la production des nouveaux matériaux, donc ça c'est votre grand 1. Vous verrez que chaque élément fait référence à l'eau. Donc parfois de manière un peu plus indirecte, mais vous avez à chaque fois le terme soit d'hydratation, d'eau, etc. Donc il fallait me parler justement que dans les zones de subduction, le magma provenait d'une roche qui était la péridotite hydratée, donc première référence à l'eau, de la lithosphère plongeante, du manteau de la lithosphère chevauchante, pardon. C'est cette roche qui fusionne. Cette roche fusionne entre 100 et 150 km de profondeur à une température d'environ 1000 degrés qui correspond à la fusion de la péridotite hydratée, encore une fois. Donc là, vous pouviez faire le diagramme pression-température qui montre le solidus de la péridotite sèche, le solidus de la péridotite hydratée et le géotherme de subduction. Et votre géotherme de subduction doit recouper uniquement le solidus de la péridotite hydratée aux alentours de 120 km de profondeur à peu près pour une température de 1000 degrés. Donc ça c'était une très bonne idée. Ensuite, donc, il fallait expliquer que la lithosphère océanique s'hydrate au cours de son éloignement à la dorsale, donc les gabbros deviennent des métagabbros hydratés, le schiste vert. Ensuite, au niveau des zones de subduction, ce schiste vert donc, va passer en profondeur, subir un métamorphisme haute pression, basse température, qui va faire que les minéraux des métagabbros vont se déshydrater. Ainsi, le métagabbro schiste vert deviendra schiste bleu, puis ensuite éclogite, et les minéraux de l'éclogite sont dépourvus de groupement OH, donc sont non hydroxylés, donc déshydratés. Et donc cette eau libérée percole, elle remonte à la surface, elle va hydrater les péridotites du manteau qui se retrouvent juste au-dessus, qui va pouvoir fondre. Et ensuite, une fois qu'il est fondu, il remonte et puis il va former la production de matière de nouvelles roches continentales. Alors soit elle arrive en surface, soit elle refroidit en profondeur, ça, ce sont les deux cas possibles. Ensuite, l'eau, mais dans la suite, l'eau ne joue plus de rôle, donc on n'en parle plus. Ensuite, l'eau va jouer un rôle dans la disparition des reliefs. Donc, deuxième partie. Donc, vous aviez définition d'érosion, définition d'altération. Donc, ça, c'était, on va dire, les deux définitions par lesquelles il fallait commencer votre partie. Et de manière plus précise, il fallait premièrement parler d'altération physique des roches par l'eau. Donc là, c'est essentiellement ce qu'on appelle la cryofraction. En d'autres termes, l'action du gel-dégel. L'eau qui va geler et augmenter de volume, environ 10%, ce qui va lorsqu'elle est emprisonnée dans des fissures, augmenter le volume des fissures, et donc petit à petit, suite à un gel-dégel successif, va se retrouver, la fissure va détacher le bloc de roche de la falaise. Ensuite, il y a l'altération chimique par l'eau. Donc dans le cours, on en avait vu deux exemples, l'altération chimique du granit par l'eau, et la formation de ce qu'on appelle l'arène granitique. Cette arène granitique, caractérisée par l'apparition d'argile et d'oxyde de fer et d'ions solubles qui sont liés à l'altération de la biotite
qui va réagir avec les feldspaths et l'eau. Donc là, on voit bien le rôle de l'eau dans l'altération chimique. On avait vu un autre exemple, celui du calcaire. Donc la dissolution des carbonates, CaCO3, en présence d'eau et de CO2. Donc plus une eau sera riche en CO2, plus l'altération des carbonates sera rapide, pour former des ions solubles qui vont pouvoir ensuite s'en aller avec les eaux de ruissellement. Ça forme ce qu'on appelle des paysages karstiques. Donc ça, si vous le mettiez, c'était bien, ça faisait une différence avec d'autres candidats. C'est-à-dire une roche creusée de fissures, de grottes, de gouffres, etc. Ensuite, les produits d'altération, donc soit les fragments, les particules solides, soit les ions solubles, sont transportés par les eaux en mouvement, par les rivières, par les fleuves, jusqu'à la mer. Elles se déposent plus ou moins loin en fonction de leur taille, mais ça on l'avait vu en TP, et elles se déposent préférentiellement sur les marges continentales, et au niveau du plateau et du talus continental, pour former par la suite des roches sédimentaires dites détritiques, parce qu'elles viennent de détritus de roches initialement présentes qui ont été dégradées. Sinon, on peut former des roches sédimentaires d'origine biologique, voilà, avec l'équation de... c'est l'inverse de la réaction de tout à l'heure de dissolution des carbonates, ça c'est l'équation des récifs coralliens, donc formation des carbonates, libération d'eau et de CO2. Donc voilà ce dont il fallait parler au niveau du contenu scientifique. Donc, tous ces éléments pouvaient être abordés, donc là par exemple, je vous ai parlé du géotherme tout à l'heure, cette notion-là pouvait être abordée sous forme de schéma, le géotherme, et toutes ces notions-là pouvaient être abordées. Alors le schéma à lui seul ne suffit pas, il faut quand même quelques petites explications à côté, mais voilà, si vous oubliez des choses dans l'écrit, et ben si vous avez fait un schéma à côté et que c'est présent dans le schéma, c'est compté. Voilà, au niveau de la forme, donc introduction avec définition des termes du sujet, problématique, annonce du plan, développement construit, votre conclusion devait répondre au problème, résumer votre devoir et répondre au problème. On regardait la syntaxe, la grammaire, l'orthographe, est-ce que c'est facile à lire, est-ce que la présentation est soignée, et les schémas attendus, donc le géotherme, le schéma d'une coupe au niveau d'une zone de subduction qui montre l'hydratation et la déshydratation, et un schéma bilan sur le recyclage, un espèce de cycle, avec formation des roches, disparition. Voilà, ce dont il fallait parler dans ce type 1. Donc pas mal de choses. Ensuite, exercice type 2.1, donc commun aux spécialistes et aux non-spécialistes. Exercice de génétique classique avec 2 questions sous forme de QCM et une autre où il fallait répondre d'une manière argumentée et détaillée. On s'intéresse à 2 caractères classiques, couleur du corps, longueur des ailes chez la drosophile, qui sont chacun gouvernés par un gène. Donc on s'intéresse à 2 gènes ici. Pour l'instant, rien de neuf, un grand classique. Vous aviez donc les phénotypes sur la couleur du corps, donc soit il était clair, soit il était noir, la longueur des ailes, soit elles sont longues, soit elles sont vestigiales, et vous aviez la dénomination, les lettres à utiliser pour les allèles, donc vous n'aviez même pas besoin de les définir par vous-même. B+, pour clair, B- pour noir, VG+, pour longue, VG- pour vestigial. Ensuite, vous aviez un premier croisement fait entre 2 parents de lignée pure, donc par définition, des parents de lignée pure sont doubles homozygotes pour chacun de ces 2 gènes, je reviendrai après. On obtient une F1, ici, et à partir de cette F1, on la croise avec un double homozygote récessif, donc c'est un croisement test qui va nous permettre, grâce au résultat, de pouvoir dire si les 2 gènes, celui de la couleur du corps ou de la longueur et celui de la longueur des ailes, sont sur la même paire de chromosomes ou pas. Alors vous avez une première question qui vous permettait de savoir quel était à quoi sert le premier croisement, donc le premier croisement entre 2 parents de lignée pure, donc double homozygote récessif, vont nous donner donc ici un individu clair longue, donc clair l'allèle c'est B+, donc il sera B+, B+, longue VG+, donc VG+, VG+, donc cet individu transmettra forcément B+, et VG+, à sa descendance. L'autre parent P2 qui est noir et vestigial sera B-, B-, VG-, VG-, donc il transmettra forcément B- à sa descendance et VG-. Ce qui veut dire que l'individu ici va recevoir B+ d'un de ses parents
de P1 et B- de P2, donc il sera hétérozygote pour la couleur, et il recevra Vg+ de P1 et Vg- de P2, il sera donc également hétérozygote pour le gène de la longueur des ailes. Il sera donc double hétérozygote, B+, B-, Vg+, Vg-. Si on prend la correction, hop, de cet exercice, donc le premier croisement permet de conclure donc que l'allèle B+ est dominant par rapport à l'allèle B-, et Vg+ est dominant par rapport à Vg-. Effectivement, nous venons de voir que cet individu F1 était double hétérozygote, B+, B-, Vg+, V-. Or, qui s'exprime? Cette mouche est claire, donc c'est B+, elle a les ailes longues, donc c'est Vg+. Donc B+ s'exprime, c'est donc le dominant, B- est donc le récessif. Vg+ s'exprime, c'est donc le dominant, Vg- est donc le récessif. Voilà, d'où leur dénomination avec le plus et le moins qui a été déjà choisi auparavant. Si je reprends ma correction, donc deuxième, la drosophile F1, la bonne réponse était hétérozygote pour les deux gènes considérés. Voilà. La troisième question, qui n'était pas sous forme de QCM, justement, elle était, vous deviez préciser si les deux gènes sont liés ou indépendants. Donc là, la démarche, elle est toujours la même. Là-dessus, il ne faut pas se tromper. Et donc, vous avez toutes les étapes de l'argumentation qu'il fallait prendre. Alors, qu'il fallait faire. La première chose à faire dans ce type d'exercice, c'est d'émettre l'hypothèse initiale. Est-ce que l'on va partir sur une démonstration dont le point de départ, dont le postulat de départ est les gènes sont liés, ou les gènes sont indépendants? Ça conditionne la manière de noter les génotypes, hein, puisque vous savez qu'un génotype pour deux gènes indépendants ne s'écrit pas de la même manière qu'un génotype pour deux gènes liés. Pour savoir et ne pas faire les choses deux fois, on va tout de suite voir les résultats de notre croisement test, puisque pour savoir si les gènes sont liés ou indépendants, il faut faire un croisement test, et on voit tout de suite les résultats qu'on a deux phénotypes clairement majoritaires et qui correspondent aux parentaux, et deux minoritaires qui correspondent à des recombinés, donc des phénotypes nouveaux. Donc il y a de fortes chances que les deux gènes soient liés. Donc c'est pourquoi on part de l'hypothèse qui est notée ici, c'est que les deux gènes sont liés. Donc deux gènes liés s'écrivent sous forme génotypique de cette manière-là, c'est-à-dire entre parenthèses, sous forme de fraction, et les deux gènes non séparés par un point-virgule. Donc voilà, après on part sur le croisement test qui est réalisé. Alors pourquoi c'est un croisement test? Parce qu'on va croiser la F1 double hétérozygote obtenue lors du précédent croisement, et un double homozygote récessif. Voilà, donc ça c'est la définition du croisement test, on peut l'écrire comme ça. La F1, son phénotype, donc entre crochets, elle est claire et elle a les ailes longues. Le double homozygote récessif, il est noir et il a les ailes vestigiales. Leur génotype s'écrivent de cette manière-là, donc B plus Vg plus sur BVG, non séparé par un point-virgule et entre des parenthèses. BVG sur BVG, non séparé par un point-virgule et entre parenthèses. Le but du croisement test, ça va être de déterminer quels sont les gamètes formés par la F1. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Les gamètes formés par le double homozygote récessif, c'est facile, il va forcément transmettre à sa descendance B et Vg, puisque ce sont les seuls allèles qu'il possède. Donc cet individu donnera des gamètes de génotype BVG 100%. Ils seront tous comme ça. Ensuite, donc, notre objectif, c'est de prouver quels sont les génotypes des gamètes formés par la F1, pour savoir si les gènes sont liés ou pas. Donc, la phrase magique à dire absolument et à énoncer comme un théorème mathématique est la suivante. Je sais que les phénotypes et les pourcentages des individus issus du test cross révèlent les génotypes et leur pourcentage des gamètes formés par la F1. Donc, les phénotypes, ici, des individus issus du test cross, révèlent les génotypes des gamètes de la F1. Donc si je liste les phénotypes obtenus à la fin du test cross, j'obtiens 4 phénotypes, 2 parentaux, qui correspondent à ceux des parents, clair, longue, noir, vestigial. Ces 2 parentaux sont ultra majoritaires, presque 40% chacun. Et 2 nouveaux, qu'on appelle recombinés, qui correspondent à une combinaison des caractères des 2 parents,
claire et vestigiale, et noire et longue, et eux sont ultra minoritaires, 10%. On peut donc en déduire les gamètes formés, donc l'individu de phénotype clair-longue me permet d'écrire que j'ai des gamètes de génotype B+, VG+, et que leur pourcentage est de 38,9%. Les individus de phénotype noir vestigial me permettent d'écrire qu'il existe des gamètes de génotype BVG, 39%. Les individus de phénotype clair vestigial me permettent de dire qu'il y a des gamètes formés de génotype B+, VG, 10%, et les individus de phénotype noir longue me permettent de dire que j'ai des gamètes de génotype B, VG+, 10%. Voilà, à chaque fois, j'ai fait correspondre l'allèle au caractère qui s'exprime. Noir B, longue VG+, clair B+, vestigial VG, et ainsi de suite. J'ai donc obtenu 4 phénotypes non équiprobables, j'ai pas obtenu 25% chacun. Cela veut dire que les gamètes formés ne sont pas équiprobables, avec des gamètes parentaux majoritaires, les deux premiers, et recombinés minoritaires, les deux deuxièmes. Ça s'explique, donc là on ajoute ces connaissances, par un brassage intrachromosomique, et donc forcément que les gènes sont liés. Il y a donc eu des crossing over en prophase 1 de méiose. Donc voilà, donc notre hypothèse de départ est bien validée, on a bien affaire à deux gènes liés. Donc voilà, donc cette démarche, elle est toujours la même, tout doit se faire dans cet ordre-là. Et enfin, dernier exercice, donc le type 2.2, qui celui-là ne concerne que les élèves non spécialistes, qui traitait du système immunitaire, et notamment de la réaction inflammatoire, en étudiant le cas d'un dysfonctionnement de cette réaction inflammatoire, le syndrome de LAD. C'est un syndrome qui se matérialise par des chutes retardées du cordon ombilical, des infections généralisées et des défauts de mobilité de certains globules blancs. Donc le but du travail, c'est d'expliquer pourquoi ces individus subissent des infections généralisées régulières. Le premier document vous montre le syndrome de LAD, comment il se matérialise. Donc ce premier document, ce qui était important, c'était de montrer que les individus souffrent d'infections bactériennes chroniques. Chroniques, ça veut dire qu'ils reviennent régulièrement. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à éliminer les bactéries. Elles peuvent être traitées par des antibiotiques, mais elles réapparaissent. Les tissus cutanés, donc la peau infectée, ne montrent pas de présence de pus. Et le pus, c'est un liquide qui contient des granulocytes et des débris cellulaires. Donc ça veut dire que les globules blancs qui sont nécessaires à la réalisation de la réaction inflammatoire au niveau de la zone d'infection sont absents. Ensuite, il y avait des données sanguines sur comparaison des données sanguines d'un individu atteint et d'un individu sain. Chez l'individu atteint, on indique que il n'y a pas de cellules de type granulocyte, donc de cellules de la réaction inflammatoire, dans les tissus, alors qu'on les retrouve chez un individu sain. Là, vous avez une photo d'un granulocyte à côté d'un vaisseau sanguin dans un tissu au moment d'une coupure. Donc il semblerait que les granulocytes qui à la base circulent dans le sang et sortent à travers la paroi du vaisseau sanguin pour aller se rendre au niveau de la zone d'infection et réaliser la phagocytose, donc ce phénomène qu'on appelle la diapédèse, la sortie des globules blancs du sang vers les tissus, n'a pas lieu chez un individu atteint du syndrome de LAD. Alors justement, on a un petit schéma par la suite, comme par hasard, sur ce qu'on appelle la diapédèse, donc la sortie des granulocytes du vaisseau sanguin pour aller se rendre dans les tissus, donc qui se réalise en 4 étapes: roulement, activation, adhésion, migration. Donc ils se déplacent le long de la paroi du vaisseau sanguin, ils vont se retrouver activés, on va le voir par la suite, et ils vont sortir au niveau de la zone de jonction entre deux cellules de la paroi du vaisseau sanguin. Ici, vous avez un détail de ce qui se passe au niveau des étapes B et C, donc l'activation et l'adhésion, et on voit qu'il y a un système de correspondance, de reconnaissance des granulocytes par les cellules de l'endothélium. Donc certaines protéines vont s'exprimer à la surface de la paroi du vaisseau sanguin, donc les sélectines, les protéines CAM2, ainsi que les chémokines, qui vont être libérées par les cellules de la paroi du vaisseau sanguin. Et les granulocytes, à leur surface, expriment des récepteurs, donc qu'on appelle les intégrines, qui vont reconnaître les protéines CAM2,
les récepteurs aux chémokines et les protéines CAM1 qui vont reconnaître les sélectines. Voilà, et quand tout est reconnu, ben, le granulocyte va pouvoir être activé, se fixer et sortir. Et justement, document 4, donc les intégrines, ce sont ces récepteurs-là qui sont à la surface des granulocytes, et ben on vous explique que chez les individus atteints du syndrome de LAD, et ben il y a une mutation du gène à l'origine de cette protéine. Donc la protéine, lorsqu'elle va être, donc le gène va être transcrit et traduit, et la protéine qui va être formée sera incomplète, et donc elle ne pourra pas reconnaître les protéines CAM2. Donc vos granulocytes vont se balader dans le sang, ne seront jamais activés, et ne sortiront jamais du vaisseau sanguin. Donc ils ne serviront à rien. Et donc votre réaction inflammatoire n'aura pas lieu, il n'y aura pas de phagocytose et donc d'élimination des bactéries ou des débris cellulaires et pas d'activation de l'immunité adaptative par la présentation de l'antigène aux lymphocytes qui permettront de produire des anticorps et enfin déclencher la réaction adaptative. Donc vous allez faire des infections répétées, donc chroniques. Si je prends la correction, je vous ai déjà tout dit, donc il fallait donc avoir compris le sujet, donc la compréhension globale est la suivante, les individus atteints du syndrome de LAD, les granulocytes ne passent pas dans les tissus, donc il n'y a pas de diapédèse. S'ils ne passent pas dans les tissus, il n'y a pas de phagocytose, et donc on a une infection généralisée. S'il n'y a pas de phagocytose, il y a moins de CPA, CPA c'est pour cellules présentatrices d'antigènes, puisque dans votre cours vous avez dû voir que les cellules qui réalisent la phagocytose vont fixer la bactérie, ou la cellule à dégrader, ou le virus, enfin la cellule infectée par le virus, vont l'englober dans une vésicule. Ensuite, des vésicules qui contiennent des enzymes digestives vont venir fusionner avec la vésicule qui contient la bactérie pour la digérer. Et après, soit les déchets sont rejetés, soit ils sont exposés à la surface de la cellule sur le récepteur du CMH. Et l'antigène va donc être exposé à la surface et ces cellules vont pouvoir ensuite migrer dans les ganglions lymphatiques et faire contact avec les lymphocytes pour leur montrer ce qui est en train d'infecter votre organisme et déclencher la réaction immunitaire adaptative. Donc cette partie-là, donc le lien entre immunité innée et immunité adaptative ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que, c'est ce qui est noté ici, une ou des mutations affectent le gène des intégrines qui ne peuvent donc plus se fixer sur les molécules CAM de la paroi des vaisseaux sanguins. Donc je ne reviens pas sur le détail des éléments de chaque document, j'ai tout expliqué. Donc il fallait avoir compris, donc compréhension globale, et 8 des 13 éléments tirés des documents, et 2 des 3 apporter des connaissances. Sur les connaissances, on attendait donc une définition de ce qu'est la diapédèse, vu qu'elle est expliquée dans un des documents. Fallait amener une notion de première S, c'est-à-dire qu'une mutation qui entraîne l'expression d'une protéine incomplète, c'est une mutation qui a intégré un codon stop dans l'ARN. Ça, c'était des notions de première S. S'il n'y a pas de phagocytose, il n'y a donc pas de réaction inflammatoire et pas de lien, donc les bactéries ne sont pas digérées et il n'y a pas de lien avec l'immunité adaptative. Voilà tout ce qu'il fallait expliquer dans ce 2.2. Au niveau de la forme, donc on allait regarder votre introduction si elle comportait bien une problématique, votre développement s'il était bien construit, alors là les documents étaient à traiter dans l'ordre, hein, ça ne changeait rien, et un bilan, une conclusion qui résumait votre travail et répondait à la problématique. Donc voilà, pour ce bac blanc, ce qu'il fallait faire. Je m'arrêterai là. Donc pendant les vacances, je ne vous donne pas de travail supplémentaire. Vous aurez simplement à bien reprendre tout ce que l'on a fait pendant cette première partie du confinement, c'est-à-dire tout le cours sur les 2 chapitres 13 et 14 sur le système nerveux volontaire et involontaire, d'accord? Donc ça va être votre travail des vacances, vous mettre à jour, bien lister les questions, les choses il faudra reprendre lorsqu'on reprendra les cours, donc au plus tôt à partir du 11 mai.
Après les vacances, on aura donc au moins une semaine encore d'enseignement à distance, donc vous aurez le début du nouveau chapitre que l'on fera à ce moment-là. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, prenez soin de vous et restez chez vous, bien évidemment.